Sunday Night Production. Avec l'hiver et la routine de nos entraînements, certains coureurs peuvent ressentir une forme de lassitude à s'entraîner. Alors comment surmonter nos baisses de motivation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Body and Mind, votre nouveau programme dédié à la santé mentale et physique des coureurs et coureuses à pied. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lassitude et la perte de motivation dans l'entraînement entre le froid, le manque de soleil ou encore une certaine forme de monotonie dans nos entraînements. Eh bien, on va pas se mentir, le coureur à pied peut très vite perdre sa motivation à s'entraîner. Alors, comment traverser cette période de turbulence? Quelles sont les choses à mettre en place en matière de préparation mentale pour avoir une motivation d'acier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Vercouter, coach mental et hypnothérapeute. Salut Manon, j'espère que tu vas bien et que tu es motivé à l'idée d'enregistrer cet épisode avec moi. Hello Guillaume, tu sais, c'est toujours un plaisir de te retrouver, donc je suis toujours dans une bonne énergie quand je suis là avec toi, donc je suis ravie d'être là. Eh bien écoute, c'est un plaisir partagé et puis bonne année puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de se le souhaiter de vive voix et puis on a encore, même si on est fin janvier, c'est encore le temps de se souhaiter les bonnes années. Et justement, on a traversé une période de fête où la coutume veut, c'est un peu la tradition qu'en chaque nouvelle année, eh bien, on prenne des bonnes résolutions. Et chaque année, depuis plus de 15 ans, les sondages montrent que les Français souhaitent faire plus de sport sur l'année à venir. D'ailleurs, à chaque sondage, vraiment depuis les années 2000, vraiment les gens disent qu'ils veulent faire plus de sport. Et d'ailleurs, tous les coureurs réguliers et même nos auditeurs ont dû le remarquer. Dès les premiers week-ends de janvier, on voit toujours beaucoup plus de nouveaux coureurs dans les parcs, dans les forêts ou sur les quais quand on habite dans les grandes villes. Mais généralement, à partir du 15 janvier, au fil des semaines, eh bien, la plupart de ces néo-coureurs, pas tous, malheureusement, ils abandonnent, ils jettent l'éponge. Et quand on leur demande pourquoi ils ont arrêté, finalement, ils n'ont pas perduré cette bonne résolution, eh bien, ils nous répondent qu'ils ont perdu la motivation à s'entraîner. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi leur motivation semble ne pas durer. Mais avant ça, toi, quelle définition tu donnerais à la motivation d'un point de vue coach mental ? Oui, comme ça au moins on sera au clair. Alors déjà également, bonne année et en parlant de nouvelles résolutions, il me semble que toi-même t'en as pris et que pour l'instant tu tiens, donc bravo. Ce C'est sera vrai. un cas d'étude pour cet épisode-là. Tu pourras nous partager ton expérience. Alors c'est vrai, oui, j'ai pris des bonnes résolutions, je n'ai pas pris qu'une. Et c'est vrai que généralement, on dit aux gens de ne pas prendre de bonnes résolutions, que ça ne sert à rien parce qu'elles ne tiennent pas dans le temps. Mais en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le piège, c'est par exemple, vous êtes au mois d'octobre et vous vous dites « Ah bah tiens, je vais attendre le mois de janvier pour arrêter de fumer ou manger de manière plus équilibrée. » Eh bien là, en fait, c'est de la procrastination. Vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais là, en l'occurrence, moi, je me suis réveillé le 1er janvier et je me suis dit « Tiens, est-ce que je peux pas améliorer des choses ?» Les gros chantiers dans ma vie que j'aimerais bien améliorer, quoi. Et si c'est ce matin-là, pourquoi pas? C'est aussi une forme de renouveau. C'est un chapitre qui se ferme et un nouveau qui commence. Donc voilà, si vous voulez prendre une bonne résolution le 1er janvier et que c'est à l'instant T, moi, c'était pas prévu. Et là, on est le lundi 23 janvier. Moi, pour l'instant, elles tiennent mes bonnes résolutions. Ouais, ça, je suis totalement d'accord et juste une phrase d'ailleurs là-dessus pour commencer, c'est que on a souvent tendance à voir, soit d'un côté, c'est bien de mettre des nouvelles résolutions puisque ça met des nouveaux objectifs, ça donne, ça élargit le champ de vision, ça peut nous motiver et cetera et à contrario, ceux qui vont dire, que ça peut, emmener dans un positivisme toxique, qu'on n'est plus à l'écoute de soi et qu'on est toujours à la recherche d'une performance, de la construction d'une meilleure version de soi. J'ai beaucoup de mal avec cette expression. Néanmoins, il s'avère que moi aussi, je suis fan des nouvelles résolutions. Pour moi, les nouvelles résolutions, c'est pas forcément le 1er janvier. En fait, ça peut être le dimanche soir pour commencer une nouvelle semaine. Ça peut être le jour de mon anniversaire. Ça peut être même le mardi à 14h32. Mais j'aime bien cette idée de renouveler sa vision des choses, de se refixer des objectifs en vue d'insuffler vraiment de la nouveauté dans son quotidien et c'est ce qu'on va voir. Alors justement, quelle définition on peut faire à la motivation? En tout cas, toi, comment tu définirais la motivation?
Alors, très concrètement, très simplement, la motivation, c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose, à atteindre un but. Donc, il est vrai qu'on parle souvent de la motivation comme d'un graal à obtenir. C'est je suis motivé, je passe à l'action, je vais courir, je vais à la salle, ou alors ah non, j'ai la flemme, j'ai pas la motivation là, donc je procrastine et je n'arrive pas à accomplir ce que je souhaite. C'est un peu comme si finalement la motivation c'était la pièce manquante d'un puzzle, la solution un petit peu magique à tout. Effectivement, la motivation, c'est un sentiment et comme tout sentiment, il est aussi fluctuant. Il y a des moments où on est, très motivé, d'autres moments où on ne l'est pas. Parfois, ça peut durer, juste quelques minutes, mais parfois ça peut durer aussi des semaines entières et là, on a l'impression, que le monde s'écroule. Ça peut être assez difficile à vivre pour nous, les coureurs à pied et d'ailleurs, on va essayer de mieux comprendre pourquoi. Mais déjà, on va essayer de résoudre un premier mystère. Selon toi, pourquoi est-ce que tous ces néo-runners là du 1er janvier, eh bien, la plupart d'entre eux, ils n'arrivent pas à tenir leurs bonnes résolutions, ils se démotivent très très rapidement. Ouais, alors en fait, justement, comme je le disais, il y a cette idée collective que la motivation, c'est vraiment la clé, la solution pour passer à l'action et atteindre nos objectifs. Même la définition, finalement, elle porte à confusion, hein. Vous pouvez la trouver sur Internet, dans divers dictionnaires. C'est ce qui nous pousse à faire quelque chose. Mais en gros, c'est quoi ce qui nous pousse? Il faut savoir, en fait, que avec l'action arrive la motivation. C'est-à-dire, bien souvent, l'action précède la motivation, surtout au début des nouvelles résolutions. Donc c'est un petit peu, paradoxal ou étrange de présenter les choses comme ça, mais pour vous illustrer ça, vous allez voir, c'est très, très intéressant et ça permet de renverser un petit peu ce paradigme qu'on a autour des nouvelles résolutions. C'est: «Je ne fais pas de sport, j'ai envie de m'y mettre pour perdre du poids, être musclé, me sentir mieux et cetera, mais je ne suis pas motivé». J'ai pas envie d'aller courir dehors parce qu'il fait froid, j'ai pas envie d'aller courir parce que peut-être que j'aime pas trop ça. En fait, ce qui me motive, là, l'objet de la motivation, c'est l'objectif. Le fait d'être musclé, de perdre du poids, de se sentir mieux. C'est pas l'action de courir en tant que telle. Donc finalement, quand on dit: «Je me motive pour aller courir», c'est un peu un abus de langage. Et notre cerveau, en fait, il est calibré pour obtenir des récompenses immédiates plutôt que différées. Ainsi, même si je veux me mettre au sport, bah, la contrainte, elle est immédiate, courir. Et la récompense, elle est différée. Avoir le corps que je veux, la sensation que ça me procurera quand je franchirai l'arrivée d'une course que je prépare, etc. À l'inverse, si je décide de rester chez moi, de procrastiner, de me faire une série, la récompense, elle est immédiate. Bah, je suis chez moi au chaud avec un petit plaid, un bouquin, un chocolat chaud. Mais la contrainte, elle arrive après. C'est le dialogue interne souvent, l'autocritique, l'auto-jugement. Je suis nulle, j'ai pas réussi à me motiver encore une fois. Ah, j'aurais dû y aller. Je regrette, je culpabilise. Et en fait, là, on voit bien vraiment ce cercle vicieux qui s'installe parce qu'en fait, c'est cet auto-jugement qui va contribuer à miner l'estime de nous, la confiance en nous. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode d'octobre sur le sujet, et qui va du coup diminuer notre capacité à passer à l'action à la prochaine fois. Et donc c'est pour ça en fait que la motivation, elle peut disparaître. En tout cas, c'est une des explications. Si on s'intéresse maintenant aux coureurs et coureuses à pied qui sont un peu plus aguerris, qui ont l'expérience, qui savent finalement, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est un coureur expérimenté, entre guillemets, on sait très bien qu'à la suite d'un entraînement, on va se sentir bien, on va avoir la dopamine. Même quand on n'a pas envie de courir, on se bouge un peu et on se dit, allez, j'y vais. Et puis, après ma séance, je vais être fier de l'avoir fait, je vais me sentir bien, donc je vais avoir une récompense instantanée. Ça, c'est vraiment un peu le privilège des coureurs aguerris, c'est qu'ils ont vraiment du plaisir à s'entraîner, ils ressentent du plaisir à s'entraîner. Alors quand on est débutant, il faut, voilà, on ne le voit pas tout de suite, cette notion de plaisir. Mais du coup, eux aussi, ils ont des baisses de motivation. Et quand on leur demande pourquoi, souvent, ils vont nous dire, bah, j'ai aussi un peu de lassitude à m'entraîner, parce qu'on va pas se mentir, la course à pied, ça peut avoir aussi un peu un aspect répétitif, même si le plan d'entraînement, il peut quand même beaucoup varier. Il est là pour nous faire, voilà, pour avoir cette notion un peu de jeu, de plaisir. Bah, mine de rien, ça reste courir. Et quand on court, on fait une prépa marathon et qu'on enchaîne les kilomètres, des fois, on peut avoir un peu de lassitude. Et c'est un peu comme dans un couple. Si la routine, elle s'installe, eh bien, ça va baisser un peu notre motivation. Et ça peut être dur parce qu'on peut commencer ça peut créer une forme d'anxiété. Voilà, on a de la lassitude, on est moins motivé, on va annuler une séance. Du coup, on va avoir encore plus, on va plus se sentir mal. Donc, à ton avis, comment est-ce que on doit réagir justement si on est face
à cette lassitude, à cette baisse de motivation que peuvent rencontrer les coureurs? Oui, alors ça, c'est en effet, un grand sujet, très intéressant et je pense vraiment que la première chose à faire, c'est de ne pas se flageller, de ne pas culpabiliser. Nous sommes tous humains, et par définition, en étant humain, on a une nature qui est cyclique. Ça veut dire que pour avoir des phases où on est, au top de la performance, qu'on se sent dans le flow, qu'on est, innovant, qu'on progresse, qu'on se sent bien, ça veut dire que nécessairement, il y a des phases de moins bien, puisque, comme je dis souvent, il n'y a pas d'ombre sans lumière ou pas de lumière sans ombre. Et donc, pour qu'il y ait du progrès, pour qu'il y ait du bonheur, pour qu'il y ait du flow, il faut aussi passer par des périodes un peu plus down. Donc, au-delà de la tristesse, au-delà de la colère que ça peut générer vers vous, cela a tendance à venir jouer sur des émotions même parfois plus subtiles auxquelles on ne pense pas. On est en colère parce qu'on a raté l'entraînement, on va s'insulter, on va se critiquer, on va se juger, on va se sentir vraiment démuni. Mais parfois, derrière, il y a aussi de la honte et de la culpabilité. C'est je ne me tiens pas aux standards auxquels les autres m'attendent, ou je n'arrive pas, je ne suis pas digne. Et donc, tous ces sentiments-là, la honte et la culpabilité, elles sont souvent survolées et moins conscientisées alors qu'elles sont souvent le socle de beaucoup de blocages émotionnels. Également, je parlais tout à l'heure du fait que la motivation, au début de nouvelles résolutions, ça arrive souvent après l'action. Ça se consolide ensuite par la suite, comme tu l'as très bien dit, avec les coureurs plus aguerris qui, souvent, en fait, il y a une sorte d'automatisme qui se met en place et on pense plus nécessairement, hem, au fait qu'il pleuve dehors ou même à l'objectif de course, puisque, en fait, l'activité devient aussi quelque chose de plaisant. Au plus je performe dans quelque chose, au plus je deviens bon, au plus, en fait, ça va me plaire et c'est un petit peu, je pense qu'on le voit avec beaucoup d'enfants et même, d'adultes, hein. Quand on commence quelque chose, où on n'est pas bon, on n'est pas forcément hyper fan de ça. Souvent, on est passionné parce qu'on est, ça c'est intéressant ce que tu dis, mais souvent on est passionné par quelque chose, bah, là où on excelle, là où on se sent bon, là où on se sent compétent. C'est rare d'être passionné par quelque chose où voilà, on pense qu'on est à l'ouest. Et puis, ça c'est très fort aussi, c'est plus on va s'investir en termes de temps, en termes d'émotion, en termes de moyens dans quelque chose, plus on va avoir de l'attachement à ce qu'on fait. Ce serait débile finalement de donner toute cette énergie-là si ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, tout ça, ça alimente de la motivation. Mais voilà, le fait est que quand même, ça fluctue parfois. Exactement et en effet, ça fluctue et ça rejoint cette nature cyclique puisque nous sommes humains, nous avons une nature cyclique, mais tout comme la motivation, en fait et tout comme les émotions. Parfois, on est heureux, parfois on est triste, parfois on est en colère et c'est OK et donc on parlait tout à l'heure du fait que, pour les nouvelles résolutions, il y a d'abord souvent l'action et la motivation qui arrivent après et ça se consolide par la suite. Une fois que les bénéfices, en fait et donc la récompense, ça se fait ressentir. C'est-à-dire qu'on va se dire, par exemple fin janvier ou courant février: «OK, maintenant que je cours ou que je me suis remise à courir depuis, X semaines, je commence à voir ce que ça change. Je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête, je me muscle, je perds du poids, je progresse» et cetera et donc en fait, tout ça, ça va, venir nous encourager à continuer. Donc ça va alimenter le cercle de motivation, puisque ça rejoint en fait ce que je vous disais tout à l'heure, souvenez-vous, sur la récompense immédiate. Finalement, la récompense, elle se rapproche de nous et tout ça, ça va permettre d'insuffler de la nouveauté, de voir que ça fonctionne, de voir qu'il y a du mouvement et également de générer de la dopamine, qui est une hormone aussi de satisfaction, de bonheur, qui va nous pousser à continuer. Et du coup, si vous souhaitez vous remotiver, comme on voit souvent sur, les réseaux sociaux, mon conseil, ce serait surtout, en fait, de mettre en place un système pour contrer cet aspect cyclique de la motivation qu'on ne peut pas tout le temps gérer. Un système, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une routine, une structure qui va venir cadrer et permettre d'automatiser la nouvelle habitude, ici la course à pied par exemple, que l'on souhaite mettre en place ou alors reprendre après les fêtes. Alors justement, entrons un peu plus dans le concret, parce que voilà, là, la théorie c'est bien, mais il nous faut aussi un peu de pratique. Et du coup, très concrètement, comme aurait dit Fred dans le passé, très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce fameux système dont tu parles? Quelles sont les étapes à respecter? Voilà, comment on s'y prend? C'est de la méthodo. Ouais, exactement. Donc là, vous allez avoir votre feuille de route, votre plan de route pour pouvoir vraiment poser les bonnes bases et 2023, c'est votre année pour les nouvelles résolutions. Alors du coup, le principe de base de ce que moi j'appelle le système, c'est déjà qu'il doit reposer sur une organisation, une structure qui est clairement définie.
on avait déjà parlé dans un précédent épisode, des objectifs SMART. C'est vraiment ce truc de c'est pas simplement une nouvelle résolution de: «OK, je me mets à courir en 2023». Non, c'est je décide combien de fois dans la semaine je vais m'entraîner, combien de temps, à quel moment. Et pour ça, c'est intéressant d'être à l'écoute de soi et pas de ce qu'on voit chez le voisin ou sur les réseaux. Donc on prend en compte sa vie, son travail, sa famille, les responsabilités qu'on a. Ça peut être aussi également intéressant de se pencher sur ce qu'on appelle le chronotype. Est-ce que je suis plus du matin pour aller faire du sport ou plus du soir? Parce qu'en fait, si je sais que j'ai du mal à démarrer le matin, peut-être que pour commencer, aller courir à 5 heures ou 6 heures du mat dans le noir, dans le froid, c'est peut-être pas la meilleure solution pour ancrer l'habitude. De la même façon, si je sais que j'ai un travail qui est hyper prenant, des horaires décalés ou des engagements le soir qui fait que je rentre tard en semaine, quel autre engagement, quelle autre possibilité, quel autre arrangement je peux trouver? M'entraîner du coup le matin, le midi? En fait, c'est faire en sorte que ce soit vraiment plus fluide pour moi. Et c'est vraiment la force du système, parce que pour l'instant, ça peut paraître assez basique ou de ce qu'on entend, très généralement au sujet des nouvelles résolutions. Mais en fait, c'est qu'en automatisant les choses qu'on souhaite implémenter, on s'enlève de la charge mentale. Il y a plus besoin de décider si j'y vais, quand, où, avec qui, comment, puisque tout est déjà prédéfini. Donc ça permet vraiment de faire émerger une notion bien plus importante que la motivation, pour moi en tout cas, c'est celle de discipline et d'engagement. Vraiment la responsabilité en fait envers soi. La discipline, c'est vraiment cette idée de ne plus tenir compte de l'émotionnel et de l'envie, alors tout en écoutant bien sûr son corps, hein, si on est fatigué, si on est malade, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se raccrocher à la finalité de l'objectif qui permet d'établir ce contrat entre soi et soi, de non-négociabilité. Donc, comme on l'a dit encore une fois, on est humain, donc soumis à des facteurs parfois hors de contrôle. Parfois, ces facteurs s'appellent aussi nos enfants. Donc, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes au travail, si voilà, il y a des choses qui se passent dans votre vie, écoutez-vous, bien entendu, adaptez-vous. Parce que la discipline, c'est ça aussi. Et c'est d'ailleurs une croyance. C'est souvent perçu dans l'inconscient collectif comme quelque chose d'hyper rigide. C'est le cadre, la structure, c'est mal, alors que moi, je veux de la liberté, je veux de la souplesse. Pourtant, en fait, la discipline, ça peut être souple, puisque c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Et moi, j'aime vraiment cette idée de passer un contrat, un engagement avec soi-même, quelque chose qui est non négociable, puisque ça permet de sortir de ce côté cyclique de la motivation pour établir quelque chose qui est plus sain, plus pérenne et donc plus durable. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Manon, et je voudrais appuyer sur un truc, c'est le principe d'automatisation. Parce que c'est vrai que malheureusement, dans nos vies, on est quand même très sollicité, que ce soit surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec les emails, avec les messageries instantanées. Voilà, on est tout le temps à l'affût. Il faut répondre toujours à un million de choses. Avoir des enfants aussi, on estime que c'est un enfant en bas âge, c'est 8 heures de travail en plus pour les parents. Donc c'est quand même pas rien. Il faut pouvoir s'organiser au milieu de tout ça. Et moi, l'un des conseils que je donne le plus souvent, c'est vraiment entraînez-vous sur les moments qui vous appartiennent. Souvent, le matin, avant que les enfants se lèvent, par exemple, avant d'aller au travail, on va pas vous déranger sur ces moments-là, ils vous appartiennent. La pause du midi aussi, c'est rare d'être dérangé. Et puis, elle est là, voilà, c'est quelque chose qui bouge très très peu. Ou le soir, avant de dîner, ça, c'est des moments qui sont parfaits pour s'entraîner parce que, voilà, vous avez très peu de chances que ça saute. Ensuite, ce que je peux recommander, c'est on anticipe. Il faut vraiment laisser aucun doute. Par exemple, la veille, on a regardé la météo, on a vu s'il allait pleuvoir ou pas. On va pas se poser la question le jour même. Ah, il fait pas beau, qu'est-ce que je vais mettre, machin. Non, les affaires, elles sont préparées. Dès qu'on ouvre la porte de sa maison, son appartement, on les voit, elles sont devant nous. On sait qu'on n'a plus qu'à les enfiler. On a aussi anticipé sa séance parce que dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a un peu un flottement, eh bien la petite voix de la démotivation, elle va s'installer et on va commencer, oh j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, quand tout est calculé, tout est anticipé, on se pose pas de questions, il faut y aller, on y va. Ensuite, bien sûr, tu parles de la discipline. Alors, c'est vrai que pour les auditeurs qui nous écoutent depuis le début, on avait fait il y a très longtemps dans la saison 1 un épisode avec Fred sur l'autodiscipline. Moi, c'est vrai, c'est une notion qui m'a été extrêmement utile. Toutes les plus belles choses dont je suis fier, je les réussis grâce à cette qualité d'autodiscipline. Mais j'en suis un peu revenu parce que c'est vrai qu'on est une machine, hein, on devient une machine de productivité, mais il y a des côtés négatifs aussi à être une machine. Et aujourd'hui, j'ai pris quand même pas mal de recul par rapport à tout ça parce que je voyais bien que cette rigueur, elle était aussi néfaste, un petit peu néfaste pour mon bien-être. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre
podcast un peu plus en détail. Oui, tout à fait, Guillaume, comme tu le dis et comme je l'ai dit, c'est important de nuancer et de pas tomber, en fait, comme pour tout, dans les excès et de la même façon que, ce qu'on peut appeler démotivation ou procrastination ou réticence à se mettre au sport, ça peut mener à des écueils, du style: «Je ne fais plus rien», vraiment dans l'extrême. De la même façon que si je suis trop dans l'acharnement, dans la sévérité, dans la discipline, envers moi-même, ça va mener à d'autres écueils, un épuisement physique, un épuisement mental, une, dissociation de soi, se couper de ses émotions, se couper de son cercle relationnel et donc c'est vraiment des choses dans lesquelles il faut rester, vigilant, toujours en observation de soi et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard sur, ces espaces un petit peu, en nous à développer pour pouvoir, cultiver une énergie plus positive, une énergie, de motivation et de mouvement. Néanmoins, c'est quand même important de ne pas laisser cette démotivation s'installer durablement parce qu'après, on va rentrer dans un cercle vicieux et plus les semaines vont s'allonger et plus ça va être difficile de sortir la tête de l'eau. Donc voilà. Manon, imagine, on a un auditeur, une auditrice qui est en train de nous écouter là et malheureusement, il ou elle est démotivée à s'entraîner, elle prend moins de plaisir. Et voilà, ça devient de plus en plus difficile de sortir, de mettre les chaussures. Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les questions qu'elle doit se poser? Comment est-ce qu'elle peut remédier à ce problème de manière durable? Si tu peux nous aider, ça serait quand même top. Oui, alors il est important d'identifier les causes d'une perte de motivation. En fait, c'est de se poser les bonnes questions, quoi. Donc déjà, moi, ce que je propose, c'est faire un bilan, un ratissage sur les points physiques, santé. Donc déjà, est-ce que j'ai des carences? Est-ce qu'il y a une raison médicale qui pourrait faire que, je suis dans ce cycle de perte de motivation? Comment est mon corps? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que, j'ai peut-être aussi des troubles chroniques? Est-ce que c'est plutôt quelque chose aussi de l'ordre émotionnel? Burn-out, dépression, rupture, événement de vie, deuil, tout ça, ça peut énormément jouer. Également dans le côté, toujours physiologique, il y a le sommeil qui est primordial. Est-ce que je dors bien? Et quand je dis: «Est-ce que je dors bien?», c'est pas est-ce que je dors mais 7 à 9 heures par nuit. C'est est-ce que mon sommeil est de qualité? Est-ce que j'ai une bonne récupération? Parce que si, par exemple, j'ai du mal à m'endormir le soir, que j'ai un petit peu plein de pensées, que j'ai beaucoup de micro-réveils, que je fais du bruxisme, donc c'est-à-dire que je grince ou que je serre des dents la nuit, ce qui peut indiquer une dérégulation du système nerveux et potentiellement, une situation d'anxiété chronique. Tout ça, ce sont des facteurs débilitants qui vont affecter nos performances, qui vont affecter notre état psychique, puisque si je ne dors pas, on peut tomber dans des états de neurasthénie, de fatigue, corporelle, mais également psychique. D'ailleurs, du coup, pour faire du lien, voilà, il y a ces pics de fatigue. Si jamais j'ai plus de travail, j'ai ma vie de famille, j'ai mes responsabilités, bref, prendre en compte les aléas de la vie. Du point de vue de l'entraînement également, vraiment dresser un bilan. Est-ce que je m'écoute vraiment ou pas? Et dans ce cas-là, peut-être que c'est mon corps qui, ce qu'on appelle le shutdown, qui va vraiment me dire: «OK, je t'ai envoyé plein de signaux, mais là tu ne m'écoutes pas, donc je n'ai pas d'autre choix que de vraiment tout couper». Et puis, il y a la peur de l'échec, tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété. C'est-à-dire identifier, est-ce que ça vient de l'entraînement en lui-même? Parce que je me mets la pression, par exemple, parce que j'ai des standards, parce que je suis dans un perfectionnisme ambiant, ou bien c'est lié à un autre contexte. De la même façon, on pourrait parler de la dévalorisation. Quand le coureur, quand vous êtes trop exigeant avec vous-même, que vous en attendez trop et que du coup, potentiellement, vous n'êtes pas réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire dans le cadre, à l'instant T et sur le contexte. Donc j'invite dans ce cas à faire, des accompagnements avec un professionnel, peu importe, psy, coach, hypno ou autre, mais vraiment quelque chose autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de reposer les bases en fait de quelque chose de sain. Enfin également, il y a le côté de la routine. Donc on a parlé des systèmes tout à l'heure, mais est-ce que ça me convient? C'est pas parce qu'il y a un système, une routine qui me correspond pendant 2, 3, 6, 8 mois, 1 an, que ça va me correspondre tout le temps. Encore une fois, nous sommes des êtres cycliques et fluctuants. Donc peut-être que je suis engluée dans quelque chose qui m'ennuie. Et dans ce cas-là, la stratégie, ce serait de se poser la question: «Qu'est-ce que je peux faire de différent?»
Enfin, le dernier point qui peut être important dans les causes d'une perte de motivation et à les identifier, c'est est-ce que je suis en cohérence? Est-ce que je vais nourrir mes valeurs? On parlait tout à l'heure des nouvelles résolutions comme un peu des objectifs, mais souvent les personnes se fixent des nouvelles résolutions et des objectifs qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les personnes ont tendance à ne pas trop connaître leurs valeurs. Donc les valeurs, ce sont des grands mots, hein, style argent, travail, santé, famille, amour, bonheur, paix. Ce sont ce genre de mots auxquels on va rattacher nos propres définitions. Et en fait, on se rend bien compte que, par exemple, quelqu'un qui aurait on parlait des enfants et de la famille tout à l'heure, une personne qui aurait une valeur famille très très importante, alors ça ne veut pas dire que les autres s'en foutent de leur famille, bien entendu, mais quelqu'un qui aurait une valeur de famille très importante pourrait avoir une perte de motivation pour aller s'entraîner si jamais il place ses entraînements, par exemple, le week-end ou le soir, et que ça peut entraver du temps passé en famille. Et c'est quelque chose qui va aller jouer inconsciemment. De la même façon, quelqu'un qui a une valeur de travail très importante, peut-être que ça va créer des comportements, alors dans l'extrême d'acharnement au travail, dans le moins extrême, quelque chose où je vais tendance à aller chercher toujours plus dans mon travail, à vouloir en faire plus, et donc parfois aller un petit peu grignoter sur mon temps personnel et donc sur mon temps d'entraînement. Donc tout ça, ça peut vraiment jouer et je vous invite, si vous ne connaissez pas vos valeurs, à regarder sur internet, vous pouvez taper liste de valeurs et prendre les 7-8 qui vous parlent le plus. Et pour cela, ensuite, vérifier est-ce que mes résolutions, mes objectifs, mes buts sont en accord avec ces valeurs et est-ce qu'ils viennent les nourrir ou pas? Parce que s'il n'y a pas, si on ne va pas nourrir ces valeurs, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas cet alignement avec le soi profond, l'âme, notre énergie, notre essence, vous appelez ça comme vous voulez. Mais si on ne va pas vraiment nourrir ça, en fait, ça va créer un désintérêt, un ennui et donc ça peut se caractériser par une perte de motivation. Souvent, cette démotivation, tu nous l'as expliqué, elle n'est pas le fruit du hasard, elle n'est pas liée à simplement une flemme. Elle peut avoir des causes qui sont liées à de la fatigue mentale, à une perte de plaisir, à aussi des raisons de santé, hein. Des fois, on est très fatigué, on n'arrive pas à s'entraîner l'hiver, mais en fait, on est peut-être aussi en carence de magnésium, par exemple. Et cette magnésium, voilà, il suffit de... Des fois, c'est tout bête, hein, il suffit de prendre une eau un peu plus riche en magnésium et 2-3 jours après, on se rend compte que ça va beaucoup mieux. Des fois, vraiment, ça tient à peu de choses, hein, donc ça peut aussi être lié à des soucis de santé. Il ne faut surtout pas écarter ces pistes-là. Au contraire, c'est même les premières pistes sur lesquelles il faut regarder. Mais voilà, il y a aussi la réalité, c'est la fatigue mentale. Là, on a passé le Blue Monday, tu sais, c'est le fameux lundi où les gens sont le plus déprimés. Voilà, on est en période de reprise, on a eu les vacances, il y a beaucoup de charges, les enfants sont excités après Noël. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut gérer chez nous de la fatigue mentale. Et cette fatigue mentale, c'est vraiment le fléau de notre motivation, on ne va pas se mentir. Du coup, plus spécifiquement, quels conseils tu peux nous donner pour lutter contre cette fatigue mentale qui est vraiment le fléau du 21e siècle? Oui, tout à fait, c'est vrai que je pense que ça parle à beaucoup et pour la petite anecdote, c'est vrai que le Blue Monday, c'était il y a quelques jours, donc comme tu l'as dit, le lundi, alors il y a eu des études, qui ont été menées, et ce serait le lundi le plus triste ou en tout cas le mood des Français serait au plus bas. J'ai Mais il passé une s'avère en fait excellente que journée, c'était hein. Moi, pardon, je te coupe parce que j'ai passé une excellente journée, moi, ce lundi-là. Donc, tu vois, c'est une croyance aussi, il ne faut pas se la mettre dans la tête. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est totalement faux. Le Blue Monday est une opération marketing d'une compagnie aérienne pour vendre plus de billets et pour forcer, en tout cas, inciter les gens à partir en vacances et au soleil à ce moment-là. Donc, pas besoin d'études, mais peut-être que partir en vacances, ça peut faire du bien aussi. Bon, bah voilà, bon, bah, je ne suis pas surpris parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai passé une excellente journée. C'était très, très belle journée ce jour-là. Bah, en tout cas, pareil pour moi et pour faire du lien avec, cette fatigue mentale, comme tu l'appelles, le fléau un petit peu, de notre époque. Alors déjà, moi, il faut dire que je suis très tatillonne sur les mots et c'est vrai que je suis pas hyper fan du terme «lutter contre la fatigue mentale» parce que ça sous-entend que je vais contre moi-même, contre mon corps, contre mon inconscient et donc sans m'écouter. Donc en fait, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose dont tu parles énormément, Guillaume, et dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes. C'est vraiment, quand on ne s'écoute pas, cela risque de mener à des conséquences qui vont être plus graves, plus débilitatrices encore. Donc je parlais plutôt ici de diminuer, de comprendre la fatigue mentale, de la réguler.
pour avoir moins cette image de combat envers soi. Et le premier pas, c'est de s'interroger sur ses causes, en fait. À quoi elle est due? Et bien sûr, souvent, elle est multifactorielle, sinon ce serait pas drôle. Je dirais que, du coup, l'essentiel, c'est vraiment de distinguer, est-ce que c'est de la flemme, de l'ennui, de la démotivation, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue? Et dans ce cas, prendre en compte, mettre en place des mesures adéquates. Quand ce nœud, il a été identifié, c'est déjà plus simple, en fait, de mettre en place un plan d'action. Quand on sait de quoi on parle, quand on sait ce qui est bloqué, en tout cas, quand on a une idée et qu'on commence à y toucher, on peut mettre un plan d'action en fonction du besoin qui n'est plus nourri. Par exemple, je me sens fatiguée physiquement, alors je peux modifier mon alimentation, me renseigner sur le sommeil, utiliser prendre des suppléments, par exemple la mélatonine, etc. Si je sens que je m'ennuie, que je suis ancrée dans une routine, je peux chercher des moyens de ramener de la nouveauté, comme on en a parlé juste avant. Si je suis trop stressée, pas assez concentrée, et donc là, ça revient bien encore plus sur la fatigue mentale, alors je m'attarde sur ce qui cause ce stress. Est-ce que c'est le boulot, la famille, les amis? Et surtout, poser les choses. Qu'est-ce qui est de mon ressort? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça permet vraiment de me délester de tout ce que j'appelle, moi, les poids émotionnels que je porte parfois et qui ne m'appartiennent pas. Et surtout, il est très important de se rappeler qu'on est responsable de nous-mêmes. Alors, responsable dans le sens où on dispose d'un libre arbitre. C'est-à-dire que je peux être dans une phase plus difficile, psychiquement, mais je dispose toujours de la possibilité de faire un choix de passer à l'action. Et sachant que ne pas passer à l'action est un choix. Le non-choix est un choix en lui-même. Et donc, potentiellement, je peux avoir ce choix d'engager une action qui va me servir, qui va me nourrir. Donc on est encore une fois humain, bien entendu, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la tristesse, la colère, la peur, le stress, toutes ces émotions qui sont souvent jugées comme négatives, je tiens à dire qu'elles ne le sont pas. Il n'y a pas d'émotions négatives. Et donc chacune existe parce qu'elle a une raison d'être. Dans la nature, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fioriture. On a 10 doigts, on a 10 orteils, on a un nez, on a des yeux pour des raisons qui sont précises. Tout est utile. Et si le bonheur, la joie, l'accomplissement existent, c'est aussi parce qu'il y a justement ces émotions qu'on juge plus à vibration basse, on va dire aussi. Il n'y a pas de lumière sans ombre et on est vraiment tout à la fois. On a toutes ces facettes à l'intérieur de soi. Et simplement, c'est juste qu'elles se manifestent jamais en même temps. On pourrait pas connaître en fait la joie sans connaître la tristesse. Alors après, bien sûr, à certains degrés, et là on part dans des théories plus philosophiques. Mais néanmoins, on voit bien que cette fatigue mentale, pour en revenir à ça, il y a vraiment plusieurs causes et que déjà déblayer, éclaircir, se poser pour vraiment se dire « Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison, comme facteur ?» Simplement porter de la conscience, on se dit « Ah d'accord, c'est là pour cette raison, je comprends, qu'est-ce que je mets en place tout simplement par rapport à ça ?» Ah, le miel ne serait pas le miel sans le vinaigre. Évidemment, il y a un excellent animé de Pixar, Inside Out, vice-versa Ouais, en français, vice-versa. justement sur le rôle de nos émotions et pourquoi est-ce qu'elles sont complémentaires et pourquoi, voilà, c'est un super film comme souvent les Pixar. Alors, c'est un peu moins le cas là, parce ils sont pas de vitesse, mais ils ont quand même des super films voilà, qu'on peut voir quand on est un enfant ou pas. Moi, je vous recommande vraiment de le voir parce que voilà, j'ai pas peur des mots, mais c'est un chef-d'œuvre d'animation et ça nous met vraiment, ça explique très bien le rôle de chacune de nos émotions et pourquoi c'est important aussi de les laisser s'exprimer. Donc, vraiment, il sera très complémentaire de cet épisode-là. N'hésitez pas à aller le regarder. Voilà, vous perdrez pas votre temps, même si vous êtes un adulte et que c'est pas trop votre truc, les films d'animation. Tu parles de la peur de l'échec, tu parles du stress, de l'anxiété ou de l'exigence qu'un coureur peut avoir avec lui-même. Mais pourtant, certains coureurs utilisent justement cette peur, des fois cette mauvaise estime de soi, comme une source de motivation, c'est-à-dire en gros, j'ai vécu des attaques, j'ai vécu des choses qui m'ont fait du mal, et justement, je vais m'en servir pour puiser cette envie un peu de prendre une revanche, pour puiser ma motivation grâce à ça, entre guillemets. Mais ça peut aussi être à double tranchant de penser comme ça. Est-ce que c'est pas aussi un peu plus complexe? Quel est ton avis par rapport à ça? Justement, les gens qui vont dans leur histoire personnelle, aller sur des défis justement pour prendre une revanche sur leur histoire personnelle, c'est une motivation très forte, mais je sais par expérience que ça peut aussi présenter quelques problèmes. Malheureusement, les choses sont pas si simples.
Ouais, tout à fait et je pense que c'est hyper important qu'on en parle justement. C'est comme tu le dis, à double tranchant. En fait, il y a 2 grands types de personnalités, si je généralise, avec 2 sous-types sur la motivation. Il y a les personnes motivées par le bâton et ceux par la carotte. Donc il y a les personnes bâton, c'est celles qui vont bien aimer qu'un entraîneur, par exemple, leur dise, «Plus fort, plus vite, tu nul, tu peux mieux faire franchement» et qui parfois vont s'appliquer en fait ce dialogue à eux-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le tough love, quoi. Et il y a les personnes qui sont plutôt carottes, comme moi, qui sont plutôt dans le besoin d'encouragement. Genre: «C'est bien, vas-y, super, continue, tu y es presque», moi, je sais que j'ai souvent, à l'intérieur de moi, je fais souvent la blague, mais une petite, pom-pom girl, quoi, qui m'encourage. Donc je sais pas toi, dans lequel, tu te retrouves le plus, Guillaume? Moi, je suis les 2. J'ai besoin d'être, le bâton et la carotte. En tout cas, il y a ceux qui vont donc utiliser leur manque d'estime, en eux, leurs peurs, leurs épreuves de vie pour avancer et progresser. C'est plutôt le type, on va dire, bâton. Et on distingue du coup ensuite les personnes qui vont plutôt être en référence interne, donc c'est: «Je m'écoute moi, je me dirige, je me discipline, je décide», ou en référence externe. J'ai besoin qu'on me dise les choses, donc souvent je vais prendre un coach, j'ai besoin que quelqu'un prenne les décisions pour moi, j'ai besoin d'aller avec quelqu'un à la salle pour avoir, le accountability partner, souvent comme on dit. Donc vraiment il n'y a pas un type qui est mieux que l'autre, hein. Chacun a ses inconvénients et chacun a ses avantages. Mais déjà c'est intéressant de savoir sur quoi on se positionne plus comme modèle, pour savoir en fait quoi modifier quand on a justement ces pertes de motivation. Parce que si je suis en référence externe et que j'essaie de me motiver tout seul, même si on a dit que c'était plus compliqué que ça de se motiver tout seul, il pourrait être intéressant plutôt de prendre un coach, si c'est dans mes moyens, dans mes possibilités, ou demander à quelqu'un de venir à la salle avec moi ou de joindre un groupe en fait. Et donc pour te répondre, ceux qui vont plus être bâtons avec cette référence interne et utiliser leur manque d'estime, leur anxiété pour avancer, ça peut fonctionner, mais un temps. Le stress n'est pas bon ni mauvais. C'est le degré qui est important, et subjectif selon les gens. C'est vraiment une jauge, en fait. On parle de modération, d'équilibre, comme pour tout, hein. Trop d'eau pour l'être humain, c'est nocif et ça peut nous tuer, par Trop de exemple. sport, pareil. Et le sport pareil, exactement. Et donc en fait, le stress, faut bien rappeler que ça met en mouvement, que ça peut motiver. C'est vraiment un facteur qui est utilisé, par, pas mal de speakers, motivationnels, par exemple. Par contre, ce que moi j'observe, c'est que si ces personnes se démotivent ou perdent leur progrès, elles vont encore plus se rajouter de la pression en validant leurs croyances limitantes qu'elles n'en font pas assez, qu'elles sont pas assez douées, que du coup il va falloir aller chercher des trucs encore plus profonds, encore plus graves à l'intérieur de soi. Et ce stress pendant ce temps-là, il va toujours continuer de suractiver le système nerveux autonome, d'oxyder le corps et de basculer dans un seuil trop élevé et donc de déclencher toutes les pathologies qu'on peut connaître au stress. Et en fait, de façon plus large, quand je vais courir avec le mindset de je cours contre, je cours contre moi. Je cours contre une partie de moi qui se sent ainsi, qui se sent nulle. Je cours contre les gens qui m'ont fait du mal. Je cours contre tout ce qui m'est arrivé dans la vie parce que c'est injuste. Tout vient de l'espace dans lequel je me positionne. À l'inverse, si je cours pour ou avec, ça ressemble à quoi? Je cours pour m'améliorer. Je cours parce que je crois en moi. Je cours avec, la vie, avec le côté positif. Je cours car je vois mes progrès. Je cours parce que j'en ai envie. Je cours parce que je m'aime, parce que je le mérite, parce que je sais que je peux y arriver. En fait, on voit bien déjà seulement en quelques mots comment l'énergie, elle résonne différemment. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Bah, je suis, alors c'est pas simple. Je pense que ça peut être un bon point de départ. Ça peut être une bonne source pour se lancer, mais qu'il faut pas rester sur cette amyosité, en tout cas. C'est jamais bon d'entretenir, d'être revanchard. Voilà. Il faut faire une bascule à un moment donné et opérer justement ce changement de mindset, d'état d'esprit, pardon, parce que je veux plus employer des mots anglais, tu vois. C'est une bonne résolution que j'ai eue sur 2023, mais voilà, il faut changer cet état d'esprit. Voilà. Après, je suis pas spécialiste, hein, ce n'est que mon avis. Un autre point aussi que tu évoquais tout à l'heure, un peu plus en amont de notre échange, c'est la monotonie, voire l'ennui. Et c'est vrai, je le disais, on a un sport qui est un peu répétitif parfois. Comment on peut justement lutter contre cet ennui, qui est aussi finalement aussi une perception? Donc j'imagine qu'il y a des solutions, des choses qu'on peut mettre en place pour éviter de s'ennuyer en courant.
Oui, tout à fait et encore une fois, l'ennui, c'est hyper subjectif. Je sais qu'il y en a qui vont être très, réconfortés et sécurisés par cette notion de routine, alors que d'autres, vont avoir tendance à, au bout d'un moment, plus ou moins rapidement, à se sentir, étouffés, là-dedans. Je sais que moi, c'est mon cas, par exemple et c'est pour ça que j'ai besoin de changer régulièrement, soit mes horaires, soit ce que je vais faire en termes d'activité et donc quand on s'ennuie, la question, c'est souvent: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de changer?» C'est quoi précisément qui m'ennuie? Est-ce que c'est la monotonie des échauffements? Est-ce que c'est le cadre du parcours, le lieu où je m'entraîne? Est-ce que c'est les gens avec qui je suis? Ou le fait justement d'être seule? Est-ce que c'est les horaires? Et du coup, bah déjà là, on peut se demander c'est quoi le critère sur lequel activer un levier de changement? Je peux varier les parcours d'entraînement, le faire à l'envers. Je peux modifier mes horaires d'entraînement, profiter pour faire de la méditation en courant, d'écouter des livres, des audios, des podcasts. En fait, l'idée, quand il y a routine ou ennui, c'est simplement comment insuffler de la nouveauté et à quel endroit. On a quelques pistes de réflexion justement pour toutes celles et ceux peut-être qui commencent un peu à s'ennuyer en courant, donc n'hésitez pas à essayer tout ça. Avec les compétitions, les entraînements, nos victoires, nos défaites, le coureur, il peut très vite aussi des fois perdre la notion du plaisir au profit de la notion d'enjeu. Et du coup, si un coureur, il prend plus de plaisir à courir, très vite, il va rencontrer des problèmes, un peu comme dans un couple. Du coup, selon toi, comment, comment est-ce qu'on fait pour remettre cette notion de plaisir au centre quand on est dans une prépa marathon et qu'on va pas se mentir, ce qui nous drive, c'est quand même l'objectif. C'est quand même la carotte, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, totalement. Alors ça, c'est une question hyper, enfin primordiale pour moi aussi. C'est comment, et on en revient aux notions d'équilibre, hein, comment avoir à la fois de la discipline, et en même temps, du plaisir, même si c'est pas toujours une partie de plaisir justement, si on joue sur les mots. Donc, ça fait écho à la notion d'échelle de valeur dont je parlais au début. Toujours vérifier, je vous invite vraiment à toujours vérifier que, vous continuez de courir en alignement avec vos valeurs et vos objectifs. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a notamment Simon Sinek qui a écrit, un livre qui alors j'ai pas le titre en français, désolée Guillaume, mais qui s'appelle «Start with why». Ça doit être «Commencer avec votre pourquoi» ou quelque chose comme Si l'on ça. traduit Hem littéralement, ouais. voilà, je pense, que c'est dans ce sens-là et qui explique très bien, en fait, que, au-delà des objectifs qu'on se fixe et des sous-actions, par exemple, courir, tous les jours, ou courir tous les 2 jours en vue de faire mon marathon. Ce qui est intéressant, c'est de se connecter émotionnellement à ce que je vais ressentir une fois que j'aurai terminé mon marathon. Qu'est-ce que je recherche? En quoi c'est important pour moi? Et il donne cet exercice de partir de n'importe quelle action et de se dire: «OK, en quoi ça, c'est important pour moi?» et de la poser 5 fois. C'est l'exercice des 5 pourquoi. Par exemple, j'ai envie de courir. OK. En quoi c'est important pour moi d'aller courir? Parce que j'ai envie de, courir un marathon. En quoi c'est important pour moi de courir un marathon? Parce que j'ai envie de me prouver que, je peux y arriver, que je suis capable, que je mérite et en plus, je serai en bonne santé. OK, ça en quoi c'est important pour moi? Bah, parce que ça me fera me sentir mieux avec moi-même. Et puis, plus en phase, plus alignée et cetera. En quoi ça, c'est important pour moi? Parce que si je suis bien avec moi, alors je peux être plus épanouie parce que j'ai moins peut-être de pathologies, de maladies, de stress, parce que mes relations sont apaisées avec mon entourage, mon environnement, parce que j'ose plus et cetera et cetera. On voit bien, en fait, à quel point on part d'une petite action, courir, et on arrive à un truc vraiment, transcendantal, transpersonnel, parfois ça peut même aller, au-delà. J'ai envie de contribuer au bien collectif, de montrer l'exemple, de transmettre un message et donc vraiment quand on se relie émotionnellement à ce truc-là, dès qu'on va aller courir, dès qu'on met nos petites baskets là au pied du lit, qu'on les prépare, parce qu'on a justement ce cadre, qui est instauré, ce système, en voyant les baskets, on pense à quoi? On pense au fait que, justement, il y a tout ça derrière en jeu. Mais quand je dis en jeu, c'est vraiment ce n'est pas l'enjeu, c'est en jeu, vraiment en 2 mots. Et le fait que, en fait, cette notion de plaisir revient, c'est hyper important pour la congruence avec qui je suis et ce que je fais. Parce que s'il y a pas d'alignement, de cohérence entre ce que je fais et ce que je souhaite, alors en fait, c'est là que le plaisir, il disparaît et que la contrainte apparaît. Et donc ça renvoie aussi à cette notion de courir plutôt contre ou avec. Plutôt que de me concentrer sur le négatif, qu'est-ce que je peux voir de positif?
Ça peut être intéressant de se rappeler qu'est-ce que ça m'apporte le sport? Qu'est-ce que ça m'apporte la course? Et ne pas hésiter à regarder aussi d'où l'on vient. Que ça fasse 10 ans ou 1 mois que l'on court, on peut voir nos progrès, on peut voir nos avancées. Et ça fait toujours du bien de s'en rappeler. Parce que comme tu dis, on a tendance à oublier les choses et à voir les 5 marches là qui nous restent à gravir jusqu'à notre objectif. Et quand on regarde derrière nous, on voit qu'il y a 55 marches derrière. Et ça, c'est hyper intéressant de toujours remettre en perspective les choses et de savoir qu'on sera toujours en constante évolution, puisque s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Et donc, d'où je viens, c'est aussi très important de se poser ça comme question, plutôt que tout le temps, où est-ce que je vais? Bon, bah, si avec tout ça, on n'a pas les armes pour avoir une motivation en béton, voilà, là, je pense qu'on a déjà pas mal de pistes à explorer. Il en manque une quand même, qu'on n'a pas évoquée, et on va pas se quitter sans en parler. C'est qu'on entend souvent, on recommande souvent aux gens de s'engager publiquement sur leur objectif pour booster un peu leur motivation. Par exemple, dire à tout le monde, voilà, je vais faire un marathon avec cette ambition de chrono. Et quand on s'engage publiquement, paraît-il que du coup, on est plus impliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs et de coureuses à pied qui utilisent les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Instagram, c'est un réseau social qui est très populaire chez les coureurs. Et je parle même pas de Strava, qui fait aussi un carton dans la communauté des coureurs. Parce que peut-être aussi, on s'affiche, on affiche nos ambitions, voilà, on se montre à découvert. Est-ce que ça, selon toi, c'est intéressant pour booster notre motivation? Pour toi, est-ce que cette stratégie, quels sont ses avantages, ses inconvénients? Oui, alors moi je pense vraiment que la stratégie intéressante, c'est celle qui convient vraiment à la personne, tout simplement. Il y en a pour qui poster sur les réseaux sociaux, ce sera hyper intéressant parce que ça va justement générer de l'engagement, de la motivation, il y aura des échanges, de la connexion. Et il y a un peu ce truc de, ok, vu que je l'ai posté, je dois y aller, ou alors vraiment cette incitation à se dire, il faut que j'y aille puisque c'est un peu dans ma routine. Et ça renvoie encore au sous-type de motivation dont je parlais. Est-ce que je suis en référence interne ou si je suis en référence externe? Si vous avez du mal à identifier ça, demandez-vous, est-ce que je suis du genre à poster sur les réseaux sociaux sans jugement de quoi que ce soit? Si je suis du genre à poster sur les réseaux sociaux, mon entraînement, c'est peut-être que justement j'ai besoin de ce soutien, de cette validation et que je suis en référence externe et non en référence interne. Quelqu'un de référence interne va plus avoir tendance à se dire: «Oh, moi, de toute façon, que les gens le sachent que je m'entraîne ou pas, ça ne change pas grand-chose à la face du monde». Et il faut savoir que moi-même, j'ai posté sur les réseaux sociaux mes sessions d'entraînement il y a un temps. Et avec le recul, j'ai conscience que, pour moi en tout cas, et prenez ce qui est juste pour vous et comment ça résonne pour vous, mais il y avait un double message. À la fois, j'étais contente parce que ça me responsabilisait sur ma régularité de pratique. C'est le fameux, alors je sais que tu pas les mots anglais, mais j'arrête pas d'en dropper depuis tout à l'heure, c'est le accountability partner. On va essayer de changer cette Surtout habitude, hein. On va essayer de changer cette habitude parce que voilà, on est un podcast francophone. La langue française, c'est quand même une belle langue. Alors après, il y a des termes sur le marketing, la psychologie. Effectivement, on va rendre à César ce qui appartient à César. Si c'est des notions américaines, il faut nous excuser l'emploi d'anglicisme. Mais voilà, on va pas parler de food, on va parler de nourriture parce que ce serait quand même un scandale que pour la nourriture, nous Français, on parle de food, voilà, alors qu'on est quand même le pays de la gastronomie. Donc, il y a une petite nuance. Je ne suis pas contre les mots anglais, mais il faut savoir les utiliser avec parcimonie et avec cohérence. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un petit peu cette idée de partenaire de responsabilité, si j'essaie de le traduire plus adéquatement. Donc j'étais contente, en fait, d'avoir, ces retours, ces encouragements, de ma communauté, de mes amis. Par contre, et c'est uniquement vraiment un partage très personnel, il y avait une forme de recherche de validation, de reconnaissance, de prouver que je le faisais, de montrer, en fait. Et pour moi, à l'époque, c'était quelque chose qui était, alors toxique est beaucoup trop fort comme terme, mais en tout cas, il y avait un mécanisme qui finalement n'était peut-être pas si OK et qui venait plus tabler sur une blessure émotionnelle que j'avais, que sur quelque chose totalement lié au sport. Donc voilà, c'est vraiment, je ne juge pas, je dis pas que c'est mal ou qu'il faut arrêter. Au contraire, on fait vraiment ce qui est juste et bon pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive de partager, alors pas ce que je fais, mais plutôt genre une photo quand je vais à la salle, mais je le fais pas tout le temps. Et je dis simplement, encore une fois, que c'est intéressant de se questionner sur l'espace d'où ça vient en nous. En quoi c'est important pour moi de poster mes entraînements sur mes réseaux? Qu'est-ce que ça m'apporte? On en revient
potentiellement sur l'exercice des 5 pourquoi. Et attention aussi parce que si ça peut nous faire du bien de les poster, ça peut aussi nous faire tomber dans le jugement et la comparaison de regarder ceux des autres. Et donc là, ça pourrait venir envenimer un cercle de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, d'auto-jugement, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cet épisode et dans les autres. Bon, moi, je suis assez partisan aussi de... Voilà, évidemment, je l'ai compris, on est tous différents par rapport à ça. Et si ça vous fait du bien de le faire, faites-le. Voilà. Moi, c'est un parti pris. Je communique très, très peu sur mes entraînements, sur mes séances. Des fois, on peut me le reprocher aussi, parce que les gens aiment bien aussi suivre ce que font les uns et les autres. Il y a plein de créateurs de contenu qui vous proposent de les suivre. Donc, voilà, je pense que je ne vais pas... Moi, en tout cas, le but de ce podcast, c'était plutôt de s'intéresser aux autres que faire un focus sur moi-même. Donc, je profite de cette... Voilà, pour le dire, parce que souvent on me reproche de ne pas être sur Strava, de ne pas donner mes entraînements ou ce genre de choses. Et puis, je pense que c'est aussi une forme d'humilité, notamment sur marathon ou sur des distances ou sur trail, où il ne faut pas non plus trop s'engager parce que plein de choses est possible et que du coup, ça met aussi une forme de pression qui n'est pas forcément nécessaire. Bon, il y en a qui ont besoin de cette pression. Moi, bon... Je pense qu'elle est pas nécessaire. Et ça me rappelle Alain Mimoun, qui était voilà, le dernier champion olympique en date sur marathon français. Malheureusement, ça date pas d'hier. Lui, quand il a préparé le marathon olympique, il n'a même pas informé sa femme qui préparait le marathon. Il l'a dit à personne. C'est seulement la veille qu'il a communiqué. On dit qu'il allait s'aligner sur le marathon parce que justement, il voulait s'enlever cette pression. Il voulait s'enlever aussi les gens, mais tu te rends compte, le marathon, le mur, c'est dur, c'est ci, c'est ça. À l'époque, attention, dans les années 50, l'imaginaire autour du marathon, aujourd'hui, on imaginait ce qu'est le marathon chez certaines personnes, mais c'était encore pire dans les années 50. Et donc, du coup, voilà, il a pris le parti de garder ça pour lui. Ça lui a plutôt réussi parce qu'il a fini champion olympique. Donc voilà. Manon, c'est un épisode hyper intéressant, très riche, comme à chaque fois. Quels sont les éléments clés à retenir si on veut avoir une motivation d'acier pendant cet hiver, pendant la prépa marathon pour ceux qui le font ou les prochaines prépas trail 10 km c'est quoi les éléments, quels sont les éléments clés à retenir? Alors, très rapidement, si je récapitule les points clés de cet épisode, ce serait vraiment déjà de comprendre que la motivation, c'est pas forcément le Graal à aller chercher et que ce n'est pas parce que vous vous sentez peu motivé que vous êtes dans l'incapacité de passer à l'action puisque, en tout cas au tout début, on l'a bien dit, l'action précède la motivation. Cherchez ce qui vous convient, mettez en place vos propres systèmes, apprenez à vous connaître. Est-ce que vous êtes plus carotte ou bâton? Est-ce que vous êtes plus référence interne ou externe? Et reliez-vous à la notion de plaisir et de en quoi c'est important pour vous de aller courir, d'aller vous entraîner, de faire telle ou telle course. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas à l'épuiser à l'intérieur de vous, peut-être à l'écrire, à en discuter, mais à vraiment faire une démarche introspective pour pouvoir conscientiser tout ça et que ça puisse enrichir, on va dire, cette capacité, cette habilité à passer à l'action, qu'il y ait ou pas motivation, et le tout bien sûr, tout en continuant de vous écouter et en étant indulgent et tolérant avec vous-même, en vous rappelant que vous êtes humain et non une machine. Merci infiniment Manon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pourquoi pas le partager aussi à un ami, un partenaire qui prépare le marathon ou un autre objectif sportif. Ça peut lui être utile. Et si vous êtes très motivé, eh bien pourquoi pas nous laisser une évaluation, que ce soit sur Apple Podcast. Voilà, je vous avais demandé ça en fin d'année. Je remercie toutes celles et ceux qui l'ont fait, mais si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, alors voilà, on ne vous oblige pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous êtes motivé, c'est le moment de nous laisser une petite évaluation. Et si vous nous écoutez aussi sur Spotify, sachez que c'est aussi possible de nous laisser 5 étoiles. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fait toujours très plaisir et puis ça nous aide. Merci beaucoup Manon, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Body and Mind. Je te dis à très vite. À très vite Guillaume. Salut.